C'est la 7e édition de ces journées d'innovation qu'on démarre en 2011. Donc ça fait 7 ans. 7 ans, c'est l'âge de raison. C'est l'âge pour chacun de prendre en compte ce que nous essayons tous de faire par cet événement. C'est le moment pour l'institution de se donner à elle-même ce rendez-vous tellement important. C'est le moment d'impulser, de parler, d'échanger, de semer ce qui va devenir le travail d'une année, de l'année suivante. Et au final, eh bien, voilà ce que nous trouvons. Au final, de plus en plus de participants à ces journées de l'innovation. 500 inscrits cette année, plus toutes les personnes qui sont venues sans être inscrites, et elles étaient nombreuses. Merci à tous. Au final, également, la qualité, l'extrême qualité des projets, vous le verrez, nous le verrons tous au moment de la remise des prix. Au final, l'enthousiasme de chacun. Et lorsqu'on me demande de temps en temps pourquoi est-ce qu'il faut innover, simplement, je crois que la réponse pourrait être il faut innover parce que c'est bon pour le moral. Et je crois que ça se vérifie dans toutes les circonstances. Donc, je ne m'attarde pas davantage. Je vous remercie d'être tous là. Je vais inviter Madame la Ministre à venir nous rejoindre pour remettre les prix. Je sais que c'est un moment qui est tellement attendu. Merci Madame la Ministre. Bonjour à toutes et à tous. Donc je ne vais pas être seule pour remettre les prix. Bon, d'abord, juste quelques mots, mais je serai très bref parce que ce qui compte vraiment, c'est cette remise de prix. Pour vous dire le plaisir qui est le mien d'être ici avec vous, l'attachement qui est le mien aussi à l'innovation pédagogique. J'espère que vous aurez eu l'occasion et le temps de vous en rendre compte, alors que c'est une aventure qui s'achève dans quelques semaines pour ce qui est de ce quinquennat. En tout cas, l'innovation pédagogique, elle perdurera, je le souhaite, je vous le souhaite. Je veux vous dire que l'une des expériences les plus heureuses que j'aurais faites pendant mes responsabilités à la tête de ce ministère de l'Éducation, c'est indéniablement les moments où, en déplacement dans tel ou tel établissement scolaire, je pouvais constater le plus directement possible que oui, l'innovation, elle existe, je l'ai rencontrée, et je l'ai rencontrée 1001 fois. Et je veux vous dire à quel point, finalement, ça rend heureux ceux qui s'y adonnent, et puis ceux qui ont le plaisir d'en bénéficier, c'est-à-dire les élèves. Donc moi, je veux saluer et remercier chaleureusement tous les enseignants qui sont engagés dans une innovation ou une autre. C'est évidemment pas univoque, l'innovation, parce qu'ils font progresser non seulement leurs élèves, généralement aussi leurs propres pratiques professionnelles et celles de leurs collègues, lorsque il y a un échange qui s'installe, et c'est le cas notamment dans ces journées innovation, mais ils font progresser aussi le système scolaire dans son intégralité, parce qu'ils nous poussent à nous poser les bonnes questions, à avancer dans les bons chemins, la pédagogie de projet, l'interdisciplinarité et tant d'autres. Donc vraiment, merci à vous de votre engagement au quotidien dans cette innovation. Cette 7e édition des Journées de l'innovation est une réussite, une fois de plus, et c'est parti pour bien durer. Et moi, je me réjouis tout particulièrement qu'il y ait désormais des déclinaisons académiques de ces Journées nationales de l'innovation, parce que c'est très important que tout cela s'ancre à l'échelle d'un territoire et sème par le terrain. Et il n'y a que par le terrain que l'innovation se diffuse et s'ancre véritablement dans les pratiques. Donc voilà, de beaux progrès à souligner. Peut-être un dernier mot pour vous dire que, institutionnellement parlant, il y a eu aussi ces dernières années, je crois, une impulsion, un encouragement plus fort, et c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. C'est important que dans l'institution, comme on dit, dans le ministère, au-delà des cardis qui sont à vos côtés, on l'a vu dans les ateliers qu'on a vus à l'instant, dans les territoires, eh bien, il y ait une démarche qui soit systématiquement faite pour mettre à jour, valoriser, célébrer les innovations les plus réussies, faire en sorte qu'elles soient plus connues, faire en sorte de faciliter les démarches, de lever un certain nombre de verrous. Donc ça, c'est l'impulsion nécessaire pour accompagner cette innovation. Mais au-delà de cette impulsion, on a voulu créer un véritable écosystème de l'innovation, et ça s'est passé par exemple par la préfiguration récemment dans une région de ce que nous appelons les instituts Carnot de l'éducation, c'est-à-dire ces lieux dans lesquels vont pouvoir se retrouver des chercheurs et des enseignants pour travailler sur l'amélioration de telle ou telle pratique pédagogique.
Institut Carnot de l'éducation qui vont désormais voir le jour dans chaque région de France. Donc c'est une très belle avancée aussi. Cet écosystème de l'innovation, il est passé aussi par le rapport qui a été demandé à François Tadei sur la façon dont nous pouvions davantage au ministère de l'Éducation finalement avoir une espèce de département recherche et développement qui, au quotidien, permettent de faire fructifier cette innovation de terrain et puis d'y inciter davantage. Enfin, vous avez vu que dans le cadre du PPCR, du protocole parcours, carrière et rémunération, qui nous a permis de revoir finalement l'ensemble de la carrière des enseignants et des personnels non enseignants, il y a aujourd'hui une reconnaissance plus importante que par le passé de la capacité des enseignants à innover, à faire de nouvelles expériences et qui puissent être y compris valorisées dans leur déroulement de carrière. Donc je crois que ça fait partie de ces 2-3 graines que nous avons semées et qui devraient permettre dans les années qui viennent, pour ce qui vous concerne, de vous sentir moins seul, moins isolé ou de vous poser moins de questions au moment où vous vous lancez dans une expérience comme celle-là et de savoir qu'au contraire, le système éducatif tout entier est désireux que ces innovations voient le jour et essaiment. Donc merci à toutes et à tous. Et maintenant, je passe à l'essentiel, puisqu'il s'agit pour nous de remettre des prix. Je vais être accompagnée pour le faire donc, par Didier Locoud, François Tadei, Jean-Marc Mériot. Je leur demande évidemment de me rejoindre sur scène. Anne Bouvier, Catherine Perrotin, Ken Robinson et Philippe Vatrelot. Bien, donc le premier prix que nous allons remettre, je remercie Didier Locoud d'avoir accepté de remettre ce prix. Donc, le prix de l'innovation dans l'action artistique et culturelle est décerné à au lycée polyvalent d'altitude de Briançon. Pour le très beau projet Horloge d'altitude, patrimoine, innovation et pédagogie. Je vous laisserai raconter le projet ou vous voulez que j'en dise quelques mots? Ah non, non, c'est bon. Alors très bien, je vous le résume. En gros, en 2008, l'horloge mécanique du lycée polyvalent d'altitude de Briançon s'est arrêtée. Et la question, c'était comment la réparer. Et c'est le défi que des élèves de ce lycée ont voulu relever et ils ont fait en sorte d'apprendre à mettre en valeur le patrimoine horloger dans leur ville, leur région et même jusqu'en Italie. Donc depuis 9 ans maintenant, vous avez une 60aine d'élèves, voie générale, technologique et professionnelle, qui participent chaque année à ce projet et qui est un projet qui a de multiples dimensions, on imagine bien, esthétique, internationale, patrimoniale. C'est ça ? Vous viendrez le voir. Que je viendrai voir avec grand plaisir. Ce qu'il faut souligner sans doute, c'est que du coup, ce projet a permis de mettre en contact les élèves avec le monde professionnel, économique, les entreprises. On a une 50aine d'entreprises qui nous aident, le plus souvent sous forme de services, mais parfois aussi sous forme de financement. Et donc ça nous aide beaucoup, en particulier à organiser un voyage à Venise où nous réparons 3 cadrans aussi du XVIIIe siècle. Et donc nous le faisons sous forme de préparatifs en amont et puis d'une action très préparée, très rapide, puisque le principe c'est 36 personnes, 36 heures, depuis Briançon qui est frontalier avec l'Italie. Et donc dans un mois exactement, le 29 avril, nous serons à Venise. Voilà. Alors, combien d'élèves? Donc, le principe, c'est de travailler en partenariat. Et donc, on emmène 36 personnes, et c'est 2 tiers d'élèves et 1 tiers de partenaires. Donc, 12 partenaires et 24 élèves. Et on brasse ainsi des industriels, autant des gens du patrimoine, des agents du lycée, proviseurs aussi, qui est déjà venu. Et là-bas, on a une convention avec un institut, l'Institut des Grecci,
qui est magnifique, avec son église orthodoxe, son campanile, son musée des icônes, sa bibliothèque. Et on a la chance d'avoir une convention, et donc nous, en contrepartie, on leur entretient leur horloge, qui était mécanique. On l'a fait fonctionner en électrique pour des raisons de facilité, mais par derrière, l'horloge mécanique est aussi toujours en fonctionnement, et le jour de notre voyage, on l'a fait fonctionner et elle sonne sur une des cloches du campanile. C'est du rêve. L'horloge du lycée, elle est réparée depuis 2008 ou... Alors, l'horloge du lycée, ça a été le point de départ. Ça nous a pris 3 ans. Elle a été inaugurée lors du centenaire du lycée d'altitude en 2011, en présence du recteur d'académie. Bravo, merci. Voilà. Donc, on souhaitait un seul mot pour nous, c'est merci. Merci à tous, au nom de tous les participants de ce projet, à commencer par les élèves entreprenants. Et franchement, si vous voulez, venez nous voir à Briançon. Donc le deuxième prix concerne les pratiques qui favorisent l'évaluation pour les apprentissages. Alors l'idée, c'est, rêvons un peu, et si l'évaluation servait vraiment pour les apprentissages, et si l'évaluation ne servait pas qu'au classement des élèves. Alors s'il s'agit du deuxième prix, nous faisons appel pour remettre ce prix à François Tadei. Merci. Alors... Le prix des pratiques favorisant l'évaluation pour les apprentissages est décerné à... Au collège Georges Desdevises du Désert, le C, Académie de Caen. Alors, je vous raconte le temps qu'ils nous rejoignent sur la scène. Donc, dans ce collège, les 26 cours de 55 minutes ont été remplacés par 32 cours de 45 minutes. C'est une organisation qui a permis pour tout l'établissement qui contient aussi un Ulysse de mettre en place un créneau d'accompagnement personnalisé chaque jour. Et donc, l'un de ces créneaux est réservé à la découverte du fonctionnement du cerveau. Donc vraiment, bravo, très très beau partenariat avec la recherche qui permet finalement à la fois de développer les compétences des élèves, mais aussi de former les enseignants. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est effectivement sur un système à double volet, on forme les élèves, on se forme nous-mêmes, on a été formé par des partenaires de la recherche, 3 universitaires de l'Académie de Caen-Normandie. Et on prépare nos cours, on prépare tous nos contenus didactiques pour les faire ensuite avec les élèves. On apprend beaucoup, on échange beaucoup. C'est une équipe de 12 enseignants, la CPE et moi-même. Et c'est extrêmement riche, aussi bien pour les élèves que pour nous. Ça modifie les pratiques de tout le monde et on est très content de s'être engagé dans cette expérimentation. Bravo. Et la CPE joue quel rôle du coup dans le dispositif ? Elle fait court. Non, elle n'est pas là. Alors là, nous avons du coup... Non, les chercheuses ne pouvaient pas être là, donc, mais je tiens à les saluer, malgré tout, parce qu'elles sont une cheville indispensable de ce dispositif. Il s'agit de Céline Lanoé, Amélie Lubin et Sandrine Rossi. Donc, je perds mes mots. Maître de conférence en psychologie du développement et en psychologie cognitive, respectivement. Je tiens aussi à remercier au passage le CARDI, donc... sans qui tout cela ne serait absolument pas possible. Et là, donc, nous avons 4 enseignants qui représentent une partie de l'équipe, puisqu'en fait, dans cette aventure, c'est toute l'équipe du collège qui est impliquée de manière très globale. Voilà. Allemand, français et latin. Donc, allemand, mathématiques et SVT. Bah, bravo, hein. Nous allons enchaîner sur le prix qui récompense les partenariats pour renforcer la réussite des élèves. Tout au long de la journée, nous avons beaucoup parlé de partenariats, beaucoup parlé de collaboration, beaucoup parlé de territoires apprenants et de leur utilité au bénéfice des élèves pour intégrer tout l'ensemble des dispositifs éducatifs. Et pour remettre ce prix,
nous appelons Monsieur Mériot. Donc, il s'agit des partenariats pour renforcer la réussite des élèves. Et donc, ce prix est remis excusez-moi. Ce prix est remis à la circonscription IEN Lille 1, Lambersart, Académie de Lille, pour le projet Coupe robotique des écoles primaires, de la robotique à l'école à la robotique à Bac+5. Oui, c'est ça. En fait, pardon, j'ai eu un petit temps d'hésitation parce que je cherchais à bien comprendre qui portait le projet, mais de fait, le projet est porté par l'IEN, Lambersart, mais aussi par des étudiants de Polytech Lille. Et donc, l'idée, d'abord, c'est une coupe de robotique des écoles primaires qui a concerné donc 1247 élèves du cycle 3. Et l'idée, c'était de permettre à ces enfants de rencontrer des étudiants et puis aussi d'apprendre autrement en mobilisant le socle commun de connaissances, compétences, culture, en investissant le numérique, les nouvelles stratégies mathématiques, l'apprentissage du codage, etc., etc. Allez-y, je vous en prie. Tout à fait. Un grand merci pour ce prix. Que je dédie d'abord à l'ensemble de l'équipe, mais aussi à tous ceux qui n'ont pu être parmi nous, à savoir les acteurs de ce projet, à savoir l'équipe des conseillères pédagogiques, un des conseillers TIS est à nos côtés, les enseignants qui œuvrent sur le terrain, et tous les élèves, ainsi que les étudiants de Polytech Lille et le club de robotique qui nous accompagne. Ce projet a vu naissance... Nous l'avons raconté suite à l'appel à projet des étudiants de Polytech Lille sous la houlette de Madame Pichonna. Et il a débuté en 2013. Donc cette année, nous en sommes à la 1, 2, 3, 4e édition. Comme vous l'avez dit, 1247 élèves ont pu en bénéficier, mais ça s'étend aujourd'hui sur le territoire, le département et l'académie, au travers de divers sites scientifiques et technologiques et d'autres écoles d'ingénieurs qui se sont inspirés de notre dynamique. Voilà. Je vais laisser la parole à nos partenaires. Et donc les élèves créent des robots ? Alors, les élèves, je vais demander à Madame Pichonna et puis aux étudiants d'expliquer. Donc en fait, nous sommes partis avec des robots Lego qui sont des NXT Mindstorm. Et en fait, voilà, nous ce qu'on voulait, c'était que les enfants puissent fabriquer le robot, donc partir de pièces détachées, concevoir le robot en équipe et après le programmer. Donc c'est comme ça, on leur donne un défi. Et l'objectif, c'est qu'ils apprennent à travailler en équipe, à se concerter pour la conception et la programmation du robot. Et la programmation se fait avec l'aide des étudiants d'école d'ingénieurs, en discussion et en échange permanent. Et donc les étudiants, ils consacrent combien de temps ? En fait, ce qu'on fait, c'est que par classe, on va faire 2 interventions d'une après-midi. On a 12 écoles par an environ, donc je vous laisse faire le calcul. Généralement, ce qui se passe, c'est que là, cette année, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est la première fois que je porte le projet. Et en fait, c'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est parce que chaque année, c'est un nouvel étudiant, enfin une nouvelle équipe étudiante qui porte le projet. Cette année, on a l'avantage d'envoyer des nouveaux élèves à chaque fois. Donc, ce qui fait que, du coup, à chaque intervention, on a des nouveaux étudiants qui vont découvrir une nouvelle classe. Ce qui fait que, du coup, le projet devient de plus en plus... prend de plus en plus d'ampleur. Et voilà. Il y a combien d'étudiants en tout mobilisés ? Mobilisés, on est dans les 30-40. Le truc, c'est que pour le défi, ils viennent, les élèves de des écoles primaires viennent présenter le défi à Polytech Lille. Donc on se retrouve avec plus de 300 enfants dans Polytech Lille. Et du coup, il faut les étudiants, il faut une armée d'étudiants pour les encadrer, oui. Ce qui fait que je pense qu'on peut élever le nombre d'actifs à au moins 200, je dirais facilement. Donc voilà. Et alors la coupe a lieu à quel moment, pardon, juste de l'année pour... Le 4 mai. Elle va avoir lieu le 4 mai. Le 4 mai. Toute la journée, en 3 poules. D'accord. Puisque
On partage les élèves en trois poules, de manière à ce qu'ils puissent visiter les labos de Polytech Lille, effectuer des tests pour voir où en sont leurs compétences, par le biais du Fab Lab et des sites informatiques à disposition, et puis participer à des activités plus ludiques. Bon, cette année, nous ne le faisons pas, mais une année antérieure, nous leur avions demandé de créer des jeux autour d'éthique et robotique, robotique et société, qu'ils ont pu partager avec leur famille. Voilà. Ce que nous avons oublié de dire, parce que ça me paraît quand même essentiel, on parlait du socle commun, c'est la dimension du développement des langages vraiment pour penser et communiquer, et notamment de l'oral pour communiquer, pour expliquer face à un amphi comme celui-ci, rempli d'enfants, rempli de fans, la manière dont on s'y est pris, donc les enfants, en équipe, cooptés, présentent à leur père la manière dont ils s'y sont pris pour dépasser les défis. Il y a aussi une dimension artistique, et je tiens vraiment à le souligner, puisqu'ils doivent opérer une mise en scène plastique de la piste, qui demande un passage, un changement d'échelle, notamment dans la construction géométrique, et puis une scénarisation du parcours du robot à partir du travail qu'ils ont mené en littérature et en écriture. Donc on est vraiment sur un travail très complet à l'échelle d'une période, à peu près 5 semaines, qui leur permet de couvrir et le programme et les attendus du socle. Voilà. Et alors ce que je voudrais dire, pour ceux qui ont envie de s'y lancer, le plus grand bonheur, vous l'avez dit, c'est de les accueillir à Polytech, de les voir réussir, ou ne pas si bien réussir, mais d'être vraiment engagé, investi pleinement dans l'action, mais surtout de retourner dans les classes et de les entendre raconter l'aventure qu'ils ont vécue, mais aussi tout ce qu'ils ont appris et qu'ils ont consigné dans un carnet de bord qui permet de laisser trace des démarches d'investigation, des savoirs construits, etc. Voilà, c'est vraiment un projet que nous n'aurions pas pu faire sans ce partenariat. Bravo. Nous en venons au prix qui va récompenser les actions de prévention du décrochage scolaire. Donc le décrochage scolaire n'est plus à présenter. Je pense que les feux de l'actualité ont été braqués sur ce dossier absolument tellement important. Et le plan de lutte met vraiment l'accent, excusez-moi, sur les actions de prévention, d'où l'intérêt pour les établissements de s'intéresser aux nouvelles manières de prendre les élèves, aux nouvelles manières de leur expliquer, de les laisser, de leur donner le temps de respirer, bref, de les accompagner de façon à ce qu'ils ne sortent pas prématurément. Nous demandons à Madame Bouvier, qui représente la Fondation de France et qui est le partenaire, nous avons parlé des associations à nombreuses reprises, qui est notre partenaire engagé à nos côtés contre plutôt le décrochage scolaire depuis l'origine. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, merci à la Fondation de France pour son action contre le décrochage scolaire. Vraiment, j'ai constamment eu l'occasion de le constater et j'en suis très heureuse. Alors, qui a remporté ce prix ? Le prix de la prévention du décrochage scolaire est décerné au collège Louis Pergaud à Fresnes-en-Woëvre dans l'académie de Nancy-Metz. Un nouveau geste professionnel de l'enseignant pour accompagner la réussite de tous les élèves. En bref, dans ce collège, alors j'aime beaucoup, écoutez bien, on a commencé par annualiser les emplois du temps de tous les enseignants, une certaine souplesse d'organisation, j'aime beaucoup l'audace, c'est ça que je veux dire, une certaine souplesse d'organisation a émergé pour travailler autrement. Et du coup, dans ce collège, les classes s'ouvrent, les enseignants deviennent des observateurs pédagogiques dans les classes de leurs collègues, ils repèrent comment l'attention des élèves varie selon la discipline, l'enseignant, l'horaire, et c'est le début de nouvelles modalités d'apprentissage. Dites-nous en plus. Déjà, il est beaucoup plus facile de piloter un établissement et l'innovation que d'être ici avec vous. On a été dans le stress toute la journée, Pécha Coucha, et puis maintenant ce prix. Donc merci déjà pour la confiance que vous nous avez accordée. Simplement, on est parti du postulat
de départ, ça a été de se dire, à un moment donné, comment on peut faire réussir tous les élèves. Et on est parti de l'idée qu'il fallait les accompagner mieux autrement, enfin qu'ils osent et qu'ils s'engagent dans leur scolarité. Et on s'est dit que ça devait passer par le changement d'un geste professionnel. Alors on avait un terreau favorable que je ne vous citerai pas. Et en fait, du coup, l'idée de changement de geste professionnel, il était aller chercher dans la confiance qu'on pouvait mettre en place dans une équipe. Comment travailler autrement, comment faire en sorte qu'il y ait un collectif de travail, une culture d'établissement qui se mette en place, voilà, de manière à ce que ça profite à tous. C'est compliqué en fait de vous parler de ce projet qui... C'est plus facile à le vivre qu'à l'expliquer, mais je pense que voilà, Madame Cosson, professeure au collège, peut aussi en dire 2 mots. Professeur de mathématiques. Donc en fait, l'idée, elle a commencé avec l'observation. Au départ, c'était l'observation des élèves. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on s'observait entre enseignants et que s'observer entre enseignants permettait vraiment de pouvoir comprendre comment chacun fonctionnait, quels étaient les atouts de chacun et d'avoir après de vrais échanges. On a du coup aussi modifié les soirées de réunion où on a fait des conseils pédagogiques qui étaient sous un format complètement différent. Chaque enseignant est arrivé et a présenté ce qu'il était capable de faire, de quelle manière est-ce qu'il appréhendait les difficultés des élèves. Et donc c'est vraiment super enrichissant. On se fait confiance maintenant entre enseignants, on ose nous vraiment beaucoup plus, on prend confiance aussi nous, et du coup on a aussi beaucoup plus, on laisse aussi aux élèves beaucoup plus d'audace et on les laisse vraiment oser et on les soutient justement pour qu'ils s'engagent vraiment davantage, et nous on est bien plus près pour ça aussi. 350 élèves, donc le collège se situe sur les champs de bataille de Verdun, donc avec toute la problématique de la ruralité, de l'ouverture au monde, etc. Donc en fait, ça concerne vraiment tous les élèves. Et c'est vrai que l'idée d'aller observer, les enseignants sont allés observer dans les classes avec une idée de départ, une grille d'observation de comment un élève réagit en maths, en français, en début de semaine, en fin de semaine. Et en fait, ils sont passés par un retour réflexif sur eux-mêmes, sur leur pratique, en disant, en fait, il y a peut-être des choses qui ne vont pas, des choses qu'il faut qu'on réorganise. Et donc, en fait, on est encore dans ces réflexions, mais je crois que ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'on essaie d'innover sur certains champs, et on espère que ça va être profitable aux élèves. Est-ce que ça vous a conduit, du coup, à revoir les agendas, à réorganiser les disciplines autrement Concrètement, ça donne quoi? Parce que qu'est-ce qui paraît le plus efficace? En fait, par exemple, on parlait de l'annualisation. On s'est rendu compte que de mettre des emplois du temps annuels aux enseignants, ça ne permettait pas la souplesse pédagogique qu'on pouvait apporter aux élèves. Par exemple, dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, on est parti du principe qu'il fallait poser un diagnostic sur les moments d'accompagnement. Et en fait, tous les enseignants interviennent dans des disciplines. L'annualisation permet de faire en sorte que, par exemple, le professeur de lettres spécialiste va pouvoir apporter sa caractéristique dans d'autres disciplines. Donc rien n'est figé. Tout se construit au fil de l'eau et surtout en fonction des besoins des élèves. Je ne sais pas si je réponds en fait. Alors, on a bien évidemment des personnels qui sont peut-être un petit peu plus réticents, qui ont un peu plus peur. Et puis, on a quand même des éléments moteurs qui, vraiment parce qu'on travaille vraiment sur la confiance à l'intérieur de l'équipe, et on essaye vraiment de faire en sorte d'emmener tout le monde. Oui, c'est ça. C'est chacun a des choses vraiment intéressantes à montrer, et du coup, on laisse personne sur le côté, et on n'arrive pas en disant voilà, regarde ce que je fais, moi c'est génial, et toi et vraiment tout le monde peut apporter quelque chose, et l'intérêt il est surtout pour les élèves derrière. Voilà. Merci, bravo. Merci beaucoup. Alors on l'a souvent dit, l'éducation prioritaire est un terreau fertile pour l'innovation. Les enseignants y cherchent, ils trouvent de nouvelles manières de travailler avec les élèves. Pour remettre ce prix de la réussite scolaire en éducation prioritaire, nous avons invité Catherine Perrotin qui représente l'IFE, parce que l'IFE c'est le centre Alain Savary, c'est l'éducation prioritaire. Vous voulez dire quelques mots, Catherine?
Parce que comme je sais qu'elle va bientôt partir en retraite, Catherine, je pense que c'est le moment ou jamais, avant que je décerne. Écoutez, la réussite scolaire de chaque élève en éducation prioritaire, c'est un défi majeur à relever. Et ça se relève par un travail en profondeur, on l'a vu tout à l'heure, ça se relève par des innovations régulières, chaque jour, pas à pas, jour après jour. Et ça se relève aussi par de grands projets qui sont fédérateurs et qui rassemblent les équipes éducatives, les parents d'élèves et puis les partenaires de l'école. Alors, peut-être encore un mot, je dirais les problèmes en éducation prioritaire, finalement, ce sont les problèmes qu'on rencontre ailleurs dans le système. Simplement là, ils sont plus aigus, plus urgents, et ils sont néanmoins bien documentés par les travaux de recherche. Je voudrais quand même dire qu'il faut souligner le travail des équipes et leur professionnalisme, parce qu'elles s'engagent au quotidien et surtout, elles ne renoncent jamais à faire progresser les élèves et à obtenir cette réussite scolaire qui est tellement utile pour notre nation. Merci beaucoup. Et puisque vous venez de leur rendre hommage, permettez-moi à mon tour de vous rendre hommage et de vous dire au nom de l'ensemble de la communauté scolaire à quel point votre apport aura été précieux dans le fonctionnement du système scolaire, l'IFE. Vraiment, merci pour tout ce que vous y faites et pour la recherche mise au service de l'éducation. Merci, vous allez nous manquer dans quelques mois. Merci. Vous voulez savoir qui a gagné le prix de la réussite scolaire en éducation prioritaire ? Eh bien, c'est une école maternelle, l'école René Blanchot, à Limoges. Pour la création d'un forum comme Famille, Ouverture, Réussite, unité de la maternelle Blanchot. Donc, en bref, au pied des barres d'immeubles, au cœur de la cité de la Bastide, au nord de Limoges. Mais enfin, certains d'entre vous les ont entendus tout à l'heure, elles ont parfaitement présenté le projet. Donc est né ce projet. L'idée, c'était d'inciter les familles à entrer dans l'école, tout simplement, d'en faire un vrai lieu de vie, de partage. Et donc le patio de l'école maternelle Blanchot est devenu le passage symbolique vers le quartier. Et c'est ça qui a redonné tout son sens au mot forum. Donc je vous laisse redire ce que signifie cet acronyme forum et puis nous présenter un peu plus le projet. Merci. Donc, merci beaucoup déjà, parce que ça nous touche énormément d'être reconnus ici ce soir, parce que en fait, c'est d'abord une histoire humaine, d'abord et surtout une histoire humaine, une histoire d'une équipe qui est arrivée dans un quartier un peu compliqué, malgré tout, même si on est à Limoges, c'est pas tous les jours facile. Et ce quartier qui est quand même avec pas mal de rapports d'incidents, pas mal de soucis relationnels avec les parents notamment, qui ont eu du mal à nous accepter en tant que nouvelle équipe. On était tous fraîchement arrivés dans cette école et il a fallu qu'on prenne notre place. Et pour ça, il a fallu gagner la confiance des parents. Et pour gagner la confiance des parents, déjà, en voyant l'entrée de notre école qui était absolument vétuste et vraiment pas accueillante, on a trouvé cette idée de créer cet endroit fédérateur, le forum, donc famille, ouverture, unité, et j'ai oublié le R, réussite, unité de la maternelle Blanchot. Je sais plus ce que je dis, c'est merveilleux. Donc voilà, on a créé ce passage-là en fait pour que les parents s'investissent physiquement dans l'école et apportent leur patte, parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine où on a ouvert l'école aux parents, où ils ont pratiqué des arts visuels avec leurs enfants, c'est qu'en fait il y en a qui savaient faire plein de belles choses mais qui ne voulaient pas le montrer. Et justement cette année, pour la 2e édition, c'est eux qui nous ont proposé des ateliers
animés par eux-mêmes, notamment sur des chants traditionnels de leur pays, aussi de la cuisine traditionnelle et tout ce qui est justement des choses en art visuel aussi qu'ils nous ont proposé. Donc là, maintenant, c'est eux les acteurs et on a gagné, quoi. Et alors, pourquoi vous aviez des raquettes de ping-pong tout à l'heure? Voilà, mais on n'a pas osé les prendre. Expliquez-nous. Parce que on avait cet échange justement qu'on essayait de rendre dynamique toutes les deux tout à l'heure et qu'on a justement réussi à créer avec les familles tout en étant bienveillant. Donc c'était vraiment l'idée de se renvoyer la balle sur notre Pecha Kucha comme on se renvoie la balle maintenant avec les parents, parce que maintenant on peut même plaisanter avec eux et on rit beaucoup à la maternelle Blanchot. Par contre, si j'en crois les images que j'ai vues, quand vous dites parents, c'est essentiellement maman. Alors, on a eu quelques papas quand même. Sur les photos, malgré tout, il y avait au moins un papa. Mais les papas arrivent petit à petit. C'est-à-dire que les mamans déblaient et puis les papas vont suivre. Mais en tout cas, voilà, je te laisse prendre la suite. Oui, moi je voulais juste ajouter un petit mot en vous remerciant, bien sûr, et puis aussi en pensant, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on est une équipe d'une 20aine de personnes. Donc avec Mélanie, c'est vrai qu'on est très fiers d'être ici et de représenter cette équipe. Et donc on pense à eux et on imagine la joie. Alors tout à l'heure au téléphone et demain en vrai avec les enfants et les parents qui vont être très contents de cette reconnaissance. Ah oui, quand on a dit qu'on venait à Paris, les enfants, ils n'y croyaient pas. Alors en plus, on revient avec le prix, donc tout va bien. Là, on va être des super maîtresses, donc parfait pour demain. Et donc, on voulait aussi remercier notre IEN, Madame Pérez, notre conseillère pédagogique qui nous a beaucoup aidés dans le projet. Elles sont dans la salle, non? Elles sont là, en fait, mais là, elles ne voulaient pas venir. Mais elles ne voulaient pas venir avec nous. Donc, et notre conseillère pédagogique, et bien sûr notre Cardi. Donc, je leur laisse la parole. Bien, donc moi je suis la conseillère pédagogique de la circonscription de Haute-Vienne 2, éducation prioritaire. Je représente Monica Pérez, l'IEN chargée de l'éducation prioritaire. Je voudrais dire, Madame la Ministre, vous remercier pour la création des REP+, dans votre quinquennat. Parce qu'ils ont permis, pour nous, dans notre circonscription d'éducation prioritaire, la mise en place de temps de concertation, de temps de formation, qui sont bénéfiques pour les enseignants, qui sont bénéfiques pour nos équipes du REP+, de Limoges 2. Et c'est vrai que chaque année, tout au long de l'année, nous essayons d'impulser auprès de nos équipes des temps de réflexion, des temps de concertation que nous leur proposons, dont ils essaient de s'emparer pour avoir ce temps de prise de recul, de surplomb. Et c'est parce que, humblement, nous avons proposé cette thématique autour de la relation école-famille que ce projet a pu se dérouler, se densifier, et qu'ensuite nous avons pu le proposer comme appel à projet innovant. Et puis, pour juste faire un petit clin d'œil à l'histoire, tout à l'heure, nos deux collègues ont cité Victor Hugo. Moi, je voudrais simplement parler de Jean Jaurès, qui en 1903, dans un discours intitulé « Discours à la jeunesse », dit « Aller à l'idéal et comprendre le réel ». Nous nous réjouissons tout au long de l'année que nos équipes du REP+, essaient de faire cet adage leur propre victoire, leur propre force. Voilà. C'est difficile de prendre la parole derrière toi, Marie-Paul. Marie-Paul, qui est conseillère pédagogique, mais aussi dans notre académie, dans chaque circonscription, il y a un conseiller pédagogique qui est en charge de l'innovation. Et donc, à la cellule Cardi, nous sommes nombreux, et c'est une mission assez extraordinaire, parce que notre rôle, c'est en fait d'essayer de dénicher les trésors du système éducatif. Et quand on les déniche, on creuse, on cherche. Les Cardis se rappelleront cette métaphore. Nous sommes des taupes où, à un moment donné, on découvre des petits trésors. Et ces petits trésors, on est fiers quand ça devient des petites abeilles qui essaiment, comme aujourd'hui, un essaimage énorme. Et je tiens à remercier tous ceux qui nous ont permis d'essaimer aujourd'hui, toute l'équipe du DRDIE qui nous facilite aussi ce travail d'essaimage. Donc merci, tout le monde se reconnaîtra. Et donc je pense que nous pouvons dire, nous tous, que nous sommes des taubeilles, puisque nous creusons
et nous essaimons. Donc voilà, c'est le petit mot de la Cardi de Limoges. Et félicitations à vous et bravo pour tout ce que vous faites. Vous êtes des petits trésors. Alors nous avons aujourd'hui le très grand honneur de recevoir Monsieur Ken Robinson qui est ici et qui va, d'ailleurs nous allons descendre pour remettre ce prix. Monsieur Ken Robinson est un expert international, il est conférencier, il a beaucoup travaillé sur l'éducation à la créativité et toute son œuvre a été particulièrement inspirante pour les enseignants qui se sont lancés dans cette difficile aventure de l'innovation et ses ouvrages nous aident à comprendre ce qu'est un établissement innovant. Oui, c'est vrai. Enfin, à mon tour de dire à quel point on est heureux que Ken Robinson soit là. Je pense que la plupart d'entre vous savent ce qu'il a fait. Inutile de le répéter, mais un grand expert de l'éducation et de l'évaluation des politiques éducatives internationales. C'est toujours très plaisant d'avoir son regard sur nos systèmes scolaires. Je me souviens plus, vous dites quelques mots de français ou you want to speak in English? En français. En français, formidable. Bon, bah alors, tenez. Merci. Vous savez bien que les Anglais ne parlent pas bien français. Oui? Alors, nous sommes en France et on m'a dit qu'il faut faire un discours en français. Un speech. Oui. Un speech, quoi. Alors, ça suffit pour 1 heure. Asseyez-vous, ministre. Non. Alors, j'ai écrit les mots parce que c'est plus facile pour moi et mieux pour vous. Alors, merci et bonjour. Ça ne fait rien. Pour moi, c'est un grand honneur et un grand plaisir d'être avec vous en Paris pendant la journée de l'innovation. All right. Okay. L'innovation, oui. OK. Puis-je vous assurer qu'il reste encore quelques Anglais, au moins, qui se sentent en partie de l'Europe. Surtout, j'aime bien la France. Même si je ne parle pas bien français. Désolé. Comme vous savez tout bien, en France, le monde entier change de plus en plus rapidement. Ces changements sont dictés par des forces technologiques et démographiques, et par conséquent par les dynamiques culturelles, économiques et écologiques. Pendant toute ma vie professionnelle, je travaillais avec les éducateurs, les écoles, les artistes, les scientifiques, les gouvernements et les communautés pour transformer les systèmes traditionnels de l'éducation. Ces systèmes ont été conçus et développés en d'autres temps pour d'autres défis. À notre époque, ils ont beaucoup de force encore, mais aussi beaucoup de faiblesses. Pour l'instant et pour l'avenir, nous avons besoin d'écoles qui développeront les talents divers. Merci. De tous nos enfants, leur sensibilité culturelle et leur pouvoir de communication, de collaboration et de créativité. Pour ce faire, il faut que les écoles illustrent ces qualités elles-mêmes. Partout dans le monde, il y a des éducateurs et des écoles qui répondent à ces défis. Et il y en a beaucoup en France. Certains d'entre eux sont ici aujourd'hui. J'ai un nouveau livre qui est publié le mois prochain. Par Playback. Il s'appelle « Changer l'école ».
et il comprend de nombreux exemples de partout dans le monde, y compris la France. Cet livre, d'ailleurs, est merveilleux. Il faut l'acheter tout de suite. Pour toutes ces raisons, et plus encore, je suis ravi d'être ici aujourd'hui, de décerner ce prix pour l'innovation dans l'éducation. Toutes mes félicitations et merci à tous. Alors, l'établissement innovant qui va avoir le plaisir de se voir décerner ce prix par Ken Robinson est un établissement qui porte un très beau nom. C'est le lycée Germaine Tillon, Le Bourget, Académie de Créteil. Alors, je vous en dis quelques mots pendant qu'il s'installe à nos côtés. Donc, d'abord, ce lycée, c'est un établissement récent, entièrement expérimental, qui est situé au nord de la Seine-Saint-Denis, qui accueille 650 élèves en filière générale technologique et qui comporte aussi un micro-lycée. Et donc, ce qu'on y trouve dans ce lycée, c'est l'interdisciplinarité, l'évaluation constructive et bienveillante, le suivi individualisé, la prise en charge globale de l'élève dans un climat scolaire apaisé. Enfin bref, on a envie d'aller y vivre, quoi. Je vous laisse le présenter. Merci. Vous êtes la bienvenue, en tous les cas. Vous avez déjà eu l'occasion de venir nous trouver la première année de fonctionnement, puisque la COP 21 lycéenne se tenait dans notre lycée. Tout d'abord, un grand merci. Je suis très émue au nom de l'équipe. Nous sommes 5 pour représenter le lycée, donc qui comporte 70 personnels. Et un grand merci au nom de tous, après donc, ces 3 années de chantier, mais qui vont continuer dans la joie, surtout après avoir reçu une telle reconnaissance de l'institution. D'abord de vous, Madame la Ministre, mais aussi de notre DGESCO actuelle, qui était ancienne rectrice et qui a donné l'impulsion première au projet. Également à la rectrice Béatrice Gilles, qui a permis justement que ce projet soit en contrat d'expérimentation. Et enfin, à notre CARDI présente Catherine Ferrier dans la salle et qui a été un soutien permanent. Et ô combien, bien sûr, merci aux enseignants qui ont été les chevilles ouvrières de ce travail au quotidien auprès des élèves, parce que sans eux, la classe ne pourrait pas se dérouler dans les conditions où elle se déroule au lycée Germaine Tillon, avec aussi un travail qui dépasse très largement le travail académique, puisqu'ils ont accepté justement de se décentrer de leur discipline, de se décentrer justement aussi de leur pratique pour justement avancer vers des chemins nouveaux avec les élèves, aux côtés des élèves et entre eux également. Je leur laisse la parole. Il y a ici Madame Emery, CPE. Pour une CPE et pour un premier poste, c'est vrai que moi maintenant je me vois plus tellement travailler autrement, sans concertation et sans tout ce tissu qu'on essaye de tisser autour des élèves. Et voilà, c'est un plaisir du coup de pouvoir se réunir pour ce genre d'occasion et d'être reçu comme ça. Je vous remercie. On est une équipe hybride qui a été soutenue par l'institution, donc sans laquelle on ne pourrait pas exister, puisqu'on a une partie des postes qui sont spécifiques et une autre qui sont au gré du mouvement. Et en Seine-Saint-Denis, le mouvement nous amène beaucoup de jeunes collègues. Donc ça, c'est très agréable parce qu'on est un établissement formateur et donc toujours en chantier, effectivement. Et puis, pour ceux d'entre nous dont je fais partie, qui sommes les plus anciens, on est resté en Seine-Saint-Denis. Ça fait une 20aine d'années qu'on y travaille. Et on réalise vraiment là, je crois qu'on peut dire le mot utopie, rêve, tout ça, puisqu'on arrive enfin à concilier la réalité et l'utopie, comme on disait tout à l'heure. Évidemment, ça ne se fait pas sans difficulté, mais c'est vrai que la communauté humaine qu'on essaye d'établir, je pense qu'elle est moderne, même si elle ressemble peut-être à d'autres en apparence. Mais voilà, c'est difficile d'improviser. Pardon, mais... Juste une question, parce que donc, vous êtes un établissement formateur. Concrètement, ça signifie quoi au quotidien? Ça veut dire qu'il y a des formations qui sont organisées au bénéfice d'enseignants qui viennent d'ailleurs ou... Alors, nos enseignants sont
impliqués dans plusieurs formations, dans les SP, mais aussi dans le cadre du plan académique de formation. Par exemple, les controverses qui ont été présentées sont également présentées aux professeurs de l'académie et aux équipes. Nous accueillons également des formations. Nous recevons aussi des stagiaires personnels de direction, des stagiaires CPE, mais aussi des stagiaires professeurs qui viennent voir comment fonctionne l'établissement. Et en lien également avec l'ESP, des équipes donc de Master 1 viennent également observer le travail mené dans les classes et pendant la concertation. Merci beaucoup, bravo à vous. Nous en venons à présent au prix spécial de l'innovation. Alors tout ce qu'on a vu, tous les dispositifs que nous avons vus sont remarquables. Ils sont tous attachants, ils sont tous incroyablement ambitieux, ils sont tous efficaces. Le prix spécial de l'innovation va consacrer un projet qui a encore une autre dimension, peut-être un potentiel d'essaimage évident, peut-être une dimension que les autres atteindront certainement. Le prix que nous allons présenter maintenant a attiré tous les regards. Je vais proposer à Philippe Watrelot de le présenter. Philippe Watrelot, président du CNIRE. Le CNIRE attribue à Madame la Ministre le prix de la ministre la plus innovante aussi. Voilà. Et puis, juste une chose, dans le temps très court qui était celui de ce rapport du CNIRE, 5 mois, 5 séances, on a fait peu d'auditions. Ben, finalement, aujourd'hui, depuis tout à l'heure, vous faites des auditions de ce qui est vraiment dans ce rapport et vous en avez les illustrations les plus parlantes et les plus parfaites. Voilà. Depuis tout à l'heure, ça n'est que ça et c'est formidable de voir que ce que nous préconisons, ben, ça existe déjà. C'est formidable. Merci. D'ailleurs, j'en profite. Je ne sais pas, Philippe, s'il y a des membres du CNIRE dans la salle. Bah oui, il y en a quelques-uns. Donc j'en profite aussi pour remercier le CNIRE et son président, Philippe Watrelot, parce que c'est un magnifique travail aussi. Et je souhaite vraiment, vraiment, vraiment le meilleur destin possible à vos recommandations de très grande qualité. Voilà. Alors, je passe du coup au prix spécial de l'innovation qui est décerné à... C'est un lycée, le lycée Henri Nominé, lycée des métiers et des services aux entreprises à Sarreguemines dans l'académie de Nancy-Metz. Encore la Lorraine, c'est vrai. Et alors, ça s'appelle Fabulis 3.0, un laboratoire pour l'école inclusive. Et donc, c'est un laboratoire d'échange de pratiques autour de l'école inclusive. Vraiment superbe idée, hein, qui est ouvert à la fois aux élèves, aux enseignants, aux chercheurs, aux professionnels, et qui permet d'apprendre autrement, qui concerne aussi bien les élèves du LIS que tous les élèves du lycée, les apprentis du CFA. Vous voulez nous en dire quelques mots ? Oui, alors... Il y a 4 ans, en gros, on fait de la recherche en neurosciences éducatives et on tombe sur une vidéo qui s'appelle « Le paradigme de l'éducation ». Et aujourd'hui, parmi nous, il y a la personne qui a créé cette vidéo qui s'appelle Ken Robinson. Et puis, nous avons un déclic et on se dit « il faut changer l'éducation ». On s'associe avec mon collègue Alexandre et puis on décide de créer un tiers-lieu. Hier, aujourd'hui, vous avez entendu ce terme tiers-lieu, etc. Et on décide de le positionner dans un établissement. Un établissement qui d'habitude n'est pas innovant et qui d'habitude va nous dire non, on va quand même pas faire des choses pour des élèves en situation de handicap. Et non, on va peut-être pas mettre des tablettes à 400 € dans les mains des personnes en situation de handicap. Et nous, prenons le parti avec Alexandre de mettre des nouvelles technologies dans les mains de ces élèves à besoins particuliers. Et nous y mettons toute notre énergie au quotidien. Et aujourd'hui, effectivement, c'est devenu un laboratoire de l'école inclusive, de l'école pour tous. Alors, on vous invite vraiment à venir, pas tous en même temps, parce que c'est petit, et on vous invite vraiment à essaimer ce modèle-là, à apprendre, à s'inspirer, à nous rendre compte, à nous dire, ce que vous faites là, on pourrait le faire comme ça, on pourrait le modifier. Mettez-y de la nouvelle technologie, mettez-y du cœur,
et faites de l'école pour tous un lieu d'échange, d'apprentissage et de nouvelles technologies, d'innovation. Je vais être très bref. Oui, c'est une belle reconnaissance pour l'école inclusive. Et au jour d'aujourd'hui, quand on ouvre l'école, on voit qu'il peut se passer beaucoup de choses. Et ça s'est retrouvé dans les rapports qui ont été rendus il y a très peu de temps. Donc l'ouverture de l'école avec les tiers-lieux. Voilà. Baptiste a tout dit. Hein. Il y a beaucoup de choses encore à voir, mais comme il vous a dit, passez nous voir. Alors nous en venons au dernier prix, on l'a dit tout à l'heure, cette année c'est la 7e année, c'est l'année un petit peu des records. Le record a été aussi marqué dans le cadre du prix du public, puisque nous avons eu 5000 voix qui se sont exprimées, c'est considérable. Et ce qui a distingué aussi le prix cette année, c'est que très rapidement, ce n'était pas le cas l'année dernière, donc très rapidement, un projet s'est dégagé, il a gardé la tête pendant toute la durée du suffrage, qui s'est arrêté aujourd'hui à midi. C'est vrai que c'est formidable le succès de ce prix du public, surtout, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui vote, donc bravo à celui qui va se voir décerner ce prix. Il s'agit d'un lycée, là encore, il s'agit du lycée polyvalent Marie-Louise Dissart-Françoise à Tournefeuille, dans l'académie de Toulouse. Et alors, pendant qu'ils nous rejoignent, je vous en dis quelques mots. Donc, Tournefeuille, c'est près de Toulouse, hein, vous devez connaître. Donc, tous les élèves et toute la communauté du lycée polyvalent se rencontrent, innovent, expérimentent autour de projets culturels et de semaines en résidence d'artistes. Donc, en fait, c'est mettre la culture et l'art au cœur de l'établissement. Hein, c'est en ça que ça consiste. Et pour ce faire, vous avez bousculé tout ce qui rythme normalement la vie scolaire d'un lycée, l'emploi du temps, la sonnerie, les espaces. Les élèves sont impliqués dans la vie de l'établissement, ils sont reconnus, l'art et la culture, comme des leviers de réussite et d'apprentissage pour les élèves de vos 3 filières, puisqu'il y a la générale, la technologique et la professionnelle. Hein, c'est ça. Bravo à vous, je vous laisse en dire davantage. Merci. Merci à vous, merci Madame la Ministre. C'est vrai, nous avons la possibilité d'innover. Je vous remercie Madame la Ministre, je le vis au quotidien. Nous sommes encouragés, soutenus pour innover. Jamais je n'ai senti un frein pour décider d'embarquer les troupes du lycée, 120 professeurs, 1500 élèves, dans une aventure formidable, je crois. Alors cette aventure, les élèves vous en parleront, là, le diront mieux que moi. Mais cette aventure, elle a commencé il y a 3 ans. Le lycée Françoise a explosé après AZF. Il est connu, en tout cas dans l'histoire toulousaine. Il a été accueilli sur les terres de Tournefeuille. Tournefeuille, c'est, pour faire court, les enfants d'Airbus. Et là, dans ce lycée professionnel, il y avait les enfants du Mirail, du ghetto du Mirail, évidemment que la voie pro. Quand j'arrive dans ce lycée pour préparer l'arrivée de la voie générale, là, les gens ont peur, très peur. Ils ont peur, la voie pro a peur de se faire avaler tout cru par la voie générale, qui arrive et qui est un lycée de secteur. Et la voie générale qui a obtenu son lycée de secteur a peur aussi de rejoindre la voie professionnelle, où devant les lycées, évidemment, il y a du beurre, du blague, de la casquette et de la caricature de notre voie professionnelle. Et là, quand on est proviseur, la première chose qu'on se dit, parce que je pense quand même, j'espère qu'au ministère, vous savez à quel point les chefs d'établissement sont fondamentaux pour porter les projets, les équipes et être un peu visionnaires. Je crois que là, il faut se dire, il faut vraiment que cette voie professionnelle, elle soit fière d'elle-même pour accueillir la voie générale. Déjà, l'étayer, la rendre fière d'elle-même. Et ensuite, l'idée peut-être, c'est de dire qu'est-ce qui va les unir, ces voies de formation, qu'est-ce qui va ne pas faire fracture, comme on le vit tant dans notre pays. C'est jamais les maths, jamais la physique, jamais le vent, commerce, gestion administrative. Ils ne se rencontrent jamais dans leur discipline, ces élèves-là. Donc il faut trouver autre chose. Et là où ils se rencontrent, c'est dans la culture, dans l'art, dans tout ce qui transcende l'emploi du temps. Et c'est là qu'ils ont
envie d'être ensemble, qu'ils aiment être ensemble et qu'ils ont du talent. Qu'on soit en CAP, et je peux vous l'affirmer, en CAP réservé post-SECPA ou en terminale S, 19 de moyenne, futur énarque, nous avons des élèves qui savent partager. C'est bouleversant. Et ces 3000 votes du public, j'en pleurerai, c'est parce que ça existe vraiment. Ça existe. Il existe des établissements où vous pouvez faire travailler ensemble une agrégée de lettres classiques avec une PLP d'éco-gestion sur un projet ambitieux où les élèves, quand vous rentrez dans une pièce, vous ne reconnaissez pas qui est en première L, qui est en CAP, parce qu'ils sont connus, reconnus, parce qu'ils existent pour ce qu'ils sont, parce que les enseignants sont convaincus, parce que les artistes, merci Muriel Darras du Grenier de Toulouse, sont là, et parce qu'il s'agit d'un projet collectif où les agents sont à nos côtés. Moi, je ne crois qu'à ça. Et les votes, ce n'est pas un proviseur qui fait voter avec ses réseaux. C'est toute une communauté. François Muller, je le dis, François, merci à toi qu'il a connu ce lycée. François, quand même, m'a dit quelque chose qui nous a bouleversés. Il a dit, on n'a jamais vu ça. J'ai le responsable informatique qui sort du bureau, il dit, mais qu'est-ce qui se passe à Tournefeuille? Vous êtes tous en train de voter. Parce que pour voter, Madame la Ministre, il faut croire au projet. Vous faites voter votre mari, vos enfants, parce qu'il le faut. Mais à part ça, quand vous embarquez... Oui, enfin, quand il le faut. Un présupposé, je dirais un préjugé. Non, pas vos là. enfants, excusez-moi, là, ils avaient le droit, s'ils avaient une adresse Internet. Mais vous pouvez réussir à embarquer dans le vote sur un projet qui se vit, que les parents... mesures, dont ils mesurent les effets sur leurs enfants et surtout qui reposent sur des valeurs. Et les valeurs, c'est bien beau de dire le vivre ensemble, la richesse des différences, mais il faut la vivre, la porter, l'incarner et puis la faire en acte, que les élèves comprennent et que ça fasse du sens. Et aujourd'hui, alors je ne vais pas remercier l'institution, si quand même d'être dans le top 30, je dirais juste que ce prix, nous le sommes gagnés. Les établissements innovants, et je rends hommage à tous mes collègues qui ont défilé ici, vous n'imaginez pas à quel point ce sont des équipes au travail. Je ne laisserai jamais dire que les enseignants ne travaillent pas. Parce que nous travaillons d'arrache-pied, c'est un travail extraordinaire. Bravo à tout le travail des équipes. Et je suis toujours, moi je me bouleverse de voir toutes ces équipes, parce qu'il faut savoir ce qui se passe sur le terrain. Ça bosse dans les établissements. Et quand ça bosse, eh bien, nous réussissons. Et nous réussissons pour nos élèves qui savent si bien nous le rendre. Si vous voulez bien, ils vont vous en parler de leur lycée. Bonjour à tous, je m'appelle Merwan, mais nous sommes Françoise aujourd'hui. On vous a raconté notre histoire, celle d'un lycée qui s'agrandit. Nous sommes le fruit de deux filières dont l'union était improbable, d'un côté voie professionnelle et de l'autre voie générale. Les premiers s'étaient installés, avaient marqué leur territoire, les seconds allaient arriver et eux aussi voulaient leur part. Mais le conflit fut évité grâce à une idée salvatrice qui les a tous rassemblés, on lui donna pour nom Maurice. Depuis des dizaines de projets, toujours avec les deux filières, qui les a tous rassemblés, des intellos au moins scolaires. Faut qu'on s'autorise à rêver, faut qu'on s'autorise à créer. Nous sommes différents dans nos voix, mais rassemblés par nos voix. Merci.
J'ai juste à vous dire merci en fait. Merci Madame la Ministre, parce que si un jour on m'avait dit que je serais là et à recevoir ce prix, je suis juste émue en fait. C'est juste incroyable de voir que... Enfin, je dis surtout merci à notre lycée, merci à la proviseure de nous mettre en place tous ces projets, parce qu'en fait ça nous permet de se découvrir, d'apprendre à connaître les autres, de travailler autrement. C'est vrai que nous, élèves, on est souvent... c'est vrai que des fois, on a marre, en fait, qu'on nous juge que par nos notes et tout. Là, c'est différent. On est innovant en tant qu'humains. On voit les profs autrement et on apprend à vivre en communauté et tous ensemble. Enfin, vraiment, j'ai juste à dire merci. Mais vraiment, merci pour tout ce que vous apprenez. Bonjour. Je ne vais pas rajouter grand-chose parce que je crois que le plus important, c'est pour une fois de dire on n'est pas que des notes. Croyez en nous, croyez à on est autre chose. Et l'art qu'on instaure dans notre lycée nous aide à montrer qui nous sommes. Et je vais bientôt quitter mon lycée, vu que je suis en terminale, enfin du moins j'espère, si j'ai mon bac. Et ben, ça a fait très mal, finalement, quand on quitte une maison dans laquelle on a grandi pendant 3 ans et on s'est construit. Donc... c'est une part de moi que je laisse, mais que je laisse à d'autres qui la construiront aussi. Donc voilà, je suis très fière. Bonjour à tous. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, à part que c'est très flatteur, ça fait extrêmement plaisir. Et c'est vrai que tout a été dit en fait, vraiment. Voilà. Nous allons demander maintenant à tous les lauréats de revenir sur scène pour une photo de groupe.